Yo yo yo, bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu particulière, toujours celle de fin d'année où on va faire notre top de 2020. Je vais donner le mien et ensuite je vais donner celui de Mathieu, le co-auteur de la chaîne. Et bah voilà, donc bienvenue dans cette vidéo, on va parler de plein de films, de plein de trucs. On est en total impro, il n'y a rien qui est écrit. C'est catastrophique, mais surtout juste des petites règles que j'ai envie de donner. Personnellement, du coup, ce ne sera pas des tops où je mets des numéros comme l'année dernière. Enfin, l'année dernière aussi, j'avais pas fait ça. J'aime pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais plus donner un peu des étapes et des tops plus que des numéros en eux-mêmes. Ça n'a pas été une année très fructueuse en termes de cinéma, je trouve. J'ai pas été très transcendé par cette année 2020. Ça a été aussi très compliqué de voir des films. Il y en a plein que j'ai pas vu et que j'aurais aimé voir, moi aussi malheureusement. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a et puis voilà. Donc c'est parti pour le top de 2020. On va pas faire les flops aussi ou les merdes. En tout cas, voilà, on va juste parler un peu du cinéma qu'on a aimé. On va juste parler d'un film qu'on n'a pas aimé parce qu'il est honteux. Mais on verra après. Bon, c'est parti. Même si je vous ai dit que je mettais pas de numéro pour les films, etc., il y a quand même une mini hiérarchie, mine de rien. Cette année, j'ai pas de top 1. Je spoil tout de suite, mais j'ai pas trop de top 1. Il n'y a pas de film qui m'a tant marqué que ça, comme l'année dernière avec Ad Astra. Il y en a un en particulier que qui m'a vraiment impressionné. Mais de là à le mettre que en top 1, j'ai peut-être un top 3, voire un top 5. Donc voilà, là pour l'instant, on va commencer par, on va dire, la première partie du top. Des films que j'ai beaucoup aimés ou qui m'ont un peu marqué. Donc c'est parti pour le premier film. Et c'est vrai qu'en général, j'aime bien prendre un film qui est, voilà, pas censé forcément être dans un top, mais un espèce de... comme s'il était dans la 10e position du troll. Mais là, en plus, pour le coup, c'est vraiment un film que j'ai bien aimé. Il y a peut-être quand même, objectivement, évidemment, d'autres films que je trouve meilleurs que lui dans cette année 2020. Mais j'ai quand même envie de le mettre. C'est Tyler Rake. Parce que, déjà, j'aime beaucoup. Franchement, c'est hyper plaisant à voir. J'aime beaucoup les films d'action. Je trouve que la plupart du temps, en plus en ce moment, ils sont pas mal pétos, surtout aux États-Unis. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir un mec qui est cascadeur à la base, qui réalise le film. Même si en général, le petit problème que j'ai avec ça, c'est que il y a parfois ce truc où, ok, t'es cascadeur, tu sais réaliser des cascades, mais tu sais pas forcément raconter une histoire. Et c'est tout aussi important. Il y a un peu ce défaut-là dans Tyler Rake parfois, mais je trouve que mine de rien, l'histoire est simple, c'est assez soft et on n'a pas besoin de plus. Les scènes d'action sont incroyables. Moi, j'aime énormément tout ce qui est clinique et la manière qu'il a à un moment dans les bâtiments et tout, cliniquement de mettre KO des gars, bon, je suis complètement fan. J'aime aussi beaucoup l'idée de voir Thor. Bon, même si c'est vrai que Thor Ragnarok mettait un peu en... il était complètement bourré, etc. Une espèce de Thor clodo. Mais j'aime bien l'idée de prendre la figure qu'est Chris Hemsworth, des Thor, le beau blond, etc. De le tordre un peu et de le rendre alcoolique, etc. C'est quand même quelque chose... Et de le sortir de Marvel, parce que même s'il est alcoolique dans Thor 3, ça reste quand même Disney. Et là, j'aime bien ce côté un peu de le rendre un peu plus... un peu plus dur, etc. Je trouve ça intéressant de casser les figures. Et voilà, donc Tyler Rake, je ne veux pas en dire plus. Je voulais faire une critique à la base, il fut un temps, et je crois que sans faire exprès, je l'ai effacé de mon téléphone, donc on l'a jamais fait. Mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup marqué en 2020, mine de rien. Et ça fait plaisir de voir ce genre de film, surtout quand on aime ce genre de film. Donc voilà, le prochain film dont on va parler est complètement dans le désordre. C'est le cas Richard Jules. C'est vraiment un film que j'ai bien aimé, je le trouve très cool, très cool. Je trouve pas personnellement que c'est un grand Clint Eastwood. Je trouve que c'est un film assez mineur, mais aussi assez intime. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'il est hyper intéressant, mine de rien. Je réfléchis en même temps que je parle, mais c'est un film que j'ai trouvé par contre très touchant. Surtout sur la fin, je le trouve très juste. Et je trouve ça aussi toujours intéressant. Clint Eastwood, il a une manière de raconter les États-Unis qui est... On le traite tellement de pur patriote, de tout ce que vous voulez, et parfois d'une manière extrêmement négative. Et en même temps, lui-même, il a une manière de critiquer son propre pays parfois, comme American Sniper, etc., ou de critiquer une certaine manière ou du rêve américain, etc., qui est hyper intéressante. Enfin bref, Clint Eastwood, c'est sans doute l'un des réalisateurs les plus intéressants et les plus importants de ces 10, 20, 30 dernières années et plus. Et pourtant, il n'est pas souvent cité, je trouve, c'est assez dommage. Et encore aujourd'hui, à son âge, comme Scorsese, de continuer à faire des films de cette qualité, de cette énergie, c'est impressionnant en fait. Vraiment, je trouve, on dirait que ce gars est increvable, comme dans ses westerns. C'est ouf. Donc voilà, le cas Richard Jules pour le nouveau Clint Eastwood, qui était vraiment très très cool. Le prochain film de la liste, c'est The King of Staten Island
de Jude Apatow. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Vraiment, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est marrant parce que dernièrement, là, c'est vrai qu'il réalise une fois tous les 36 du mois. Et The King of Staten Island, j'ai un peu un problème avec Pete Davidson, avec ce qu'il est et ce qu'il représente, et il est un peu malaisant. J'avais un peu peur de ce film en le lançant, je vous avoue. Je savais pas trop à quoi j'allais m'attendre, est-ce que j'allais réussir à passer outre Pete Davidson. Et en fait, bah, je trouve qu'il arrive à se servir de ce qu'est Pete Davidson pour sublimer son histoire. Et en fait, au début, ça part comme un film à peu près normal, je trouve, pendant une heure, même plus qu'au début, pendant une heure et quart. Un film où on a l'impression qu'on a déjà vu un peu tout ce qui allait se passer, il n'y a rien de forcément très étonnant, etc. Et en fait, eh ben, plus ça va, et plus à un moment, il y a une espèce de retournement, et il fait que nous impressionner tout le temps, je trouve. Il y a plein de rebondissements qui font que, ah ouais, et on voit de plus en plus ces intelligences d'écriture qu'il y a dans le film. Et en plus de ça, au-delà de juste l'analyse, je le trouve hyper touchant, ce film. Je trouve qu'il dégage une émotion qui est hyper, en fait, juste hyper pure et hyper vraie. Et c'est assez rare, ce genre de film. Donc, franchement, je vous conseille The King of Staten Island si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est peut-être un peu compliqué de le voir avec toute cette connerie de confinement et de corona et de bordel. Donc, du coup, voilà, franchement, regardez-le, il est vraiment touchant comme film, donc je le mets dans mon top. Ok, let's go. Et bah, du coup, le prochain film, ça va être First Love. Comment il s'appelle exactement? First Love, le dernier Yakuza de Takashi Miike. Pareil, honnêtement, alors j'ai un énorme problème avec Takashi Miike. C'est soit je l'aime absolument, soit je le déteste absolument. Il a fait un film par exemple qui s'appelle 13 Assassins, que j'adore. Le remake d'Harakiri qu'il a fait apparemment est très bien. Et il a fait des films que c'est rare que je veuille pas terminer un film, mais par exemple Ichi the Killer, j'ai même pas pu le finir. Tellement ça me... Et donc voilà, c'est un peu... c'est très bizarre le rapport que j'ai. Il a fait des films que je ne regarderai probablement jamais de ma vie, comme Audition, parce que je ne regarderai jamais ce film. Je déteste le torture porn. Donc voilà, donc du coup, Takashi Miike a un espèce de rapport avec lui qui est particulier. J'ai lancé ce film parce qu'il avait l'air d'être gonzo et d'être un peu taré, donc je me suis dit, allez, allons, on va voir ce que ça donne. Et au pire, je l'arrêterai si c'est un peu trop. Et au final, j'ai été tellement surpris. Je trouve ce film génial. Je le trouve surtout extrêmement rafraîchissant. Et il n'est pas parfait. Il y a plein de moments où tu te dis, ah frère, t'abuses. Mais il est juste tellement fou et tellement taré, et t'as l'impression que le mec se permet tout. En plus de ça, il est vraiment bien réalisé, il est bien joué. On croit en cette folie qu'il est en train de nous créer devant nos yeux. Et en fait, je trouve juste ce film hyper rafraîchissant, hyper cool. Et du coup, ça fait juste du bien. Et c'est pour ça que je le mets dans le top, parce que bah, c'est un film qui fait du bien. Voilà. Et on en a besoin. Et enfin, le dernier film, on va dire, du milieu du top 5, c'est Dark Waters, qui est un film que j'ai vraiment... Ah, apparemment, toi aussi, t'as aimé? C'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'aimais bien l'image, j'aime beaucoup le grain qu'il y avait, etc. Je trouve que dedans, Mark Ruffalo, il déboîte. Et surtout, j'aime beaucoup ce que ça raconte. Et j'avais l'impression qu'en sortant de là, déjà, je devenais plus intelligent. Et c'est très cool comme sensation. Mais surtout, je le trouve hyper efficace dans son histoire et de comment il racontait. Moi, ce genre de film, en général, j'ai un peu du mal parce que j'ai toujours un peu peur que ce soit que didactique et qu'on en perde un peu, bah, du coup, que ça reste un film. Donc, tu dois me provoquer des émotions, etc., etc. Et en fait, je trouve que Dark Waters, il est vraiment bien écrit, la lumière est vraiment cool, il est bien joué, et qu'il arrive justement à créer ces émotions au fur et à mesure du film, etc. Donc franchement, j'étais agréablement surpris, j'étais vraiment en mode, je pense que je vais le trouver cool, mais sans plus. Et au final, bah, je l'ai trouvé plus que sans, je l'ai trouvé vraiment bien, quoi. Et j'étais agréablement surpris, je le mets pas non plus plus loin dans mon top, parce que, voilà, je trouve bien, mais je trouve qu'il y a des films cette année qui m'ont beaucoup plus marqué, et on va en parler tout de suite, justement. Mais voilà, Dark Waters, très belle découverte, et je crois que je l'ai vu au cinéma, celui-là, et j'étais très content de le voir au cinéma. Donc voilà, vu qu'on n'en a pas pu en voir beaucoup cette année. Mais ouais, donc pour la fin de ce milieu de top, Dark Waters, même si vous pouvez tout mélanger de ce que j'ai dit avant, hein, mais vraiment très très cool. Film très très sympa. Donc c'est parti pour passer un peu dans le haut du top 5. Est-ce qu'il y a un top 3 vraiment... Ouais, il y a un peu un top 4, on va dire, allez. Parce que, comme je vous ai dit un peu plus haut, il n'y a pas vraiment de top 1. Même s'il y a quand même un film qui m'a un peu plus marqué que les autres. Mais j'ai pas envie de le mettre si haut. Bref, on va passer au prochain film plutôt que de bégayer sur le reste. C'est un film d'ailleurs qui va te plaire, Tena, comme choix. C'est L'Homme du Président, le film coréen
qui est vraiment un film que j'ai adoré. Déjà, première chose, quel bonheur de voir Lee Byung-hun jouer. Je trouve que c'est un putain d'acteur. Et le problème, c'est qu'en Corée, c'est vrai que c'est très méconnu en France, mais moi, je ne le savais pas. Mais il a trompé sa meuf, si je dis pas de conneries, c'est ça. Et vu qu'il a trompé sa femme, eh ben, ça a fait un tollé absolu en Corée. Il a été limite blacklisté du cinéma coréen. Donc il s'est retrouvé un peu à faire des films sur le côté, alors qu'il faisait partie des 3 grands noms avec Choi Min-sik et Song Kang-ho. Choi Min-sik, donc le gars de Oldboy, et Song Kang-ho, le gars de Parasite. Il faisait quand même partie des 3 grands noms des acteurs du cinéma coréen, en tout cas moderne. Et il s'est retrouvé complètement mis sur le côté et beaucoup moins marketé qu'avant. Et quel dommage. Je trouve que dans L'Homme du Président, il montre encore une fois à quel point c'est un putain d'acteur. Et c'est juste plaisant. Genre le mec, dès qu'il joue, limite, on dirait, c'est à la limite de la masterclass. Et c'est juste fou et putain, juste laissez-le revenir jouer, bordel. Parce qu'il est trop fort, il est juste trop fort. Le film, la lumière, elle est magnifique. Le grain, encore une fois, il est magnifique. Et puis l'histoire, comment elle est racontée, le jeu entre les personnages, comment les acteurs jouent aussi. Mais il y a tout, je trouve, qui est efficace. Il faut savoir que c'est une vraie histoire qui s'est passée. Et d'ailleurs, que Tena aussi fait partie des gens qui m'ont un peu expliqué ce qui s'était passé, hein, notamment le fait que c'était au final, là, ça se passe en Corée, en quoi, c'était en quoi, en 60-70 ? C'était un truc comme ça, je sais plus trop. Et en fait, c'était un dictateur, au final, le mec était en Corée du Sud. Et que, bah voilà, c'était une manière comment, en fait, ils ont réussi à, on va dire, le jarter de là. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a genre 5-10 ans, si je ne dis pas de conneries, sa fille à ce dictateur-là est devenue présidente de Corée du Sud. Et il y a encore eu des problèmes de corruption, etc. Enfin bref, quelle famille. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que ce film raconte la Corée et la raconte d'une manière dont on ne la voit pas forcément en tant qu'étranger. Nous raconte aussi que même en Corée du Sud, c'est pas parce que la Corée du Nord, il y a Kim Jong-un, Kim Jong-il ou qui vous voulez, qu'en Corée du Sud, c'était forcément parfait. Et je trouve ça hyper intéressant de remettre les choses en perspective. Le film le fait très bien, c'est hyper bien joué, c'est beau. Lee Byung-hun, voilà. Regardez ce film, vraiment, c'est un putain de film. Vraiment, moi, il m'a scotché de A à Z. J'étais sur le cul et ça fait plaisir aussi parce que je trouve que le cinéma coréen, il a quitté sa vague montante. Je trouve que là, il est en train un peu de se retrouver au même stade que, par exemple, le cinéma américain ou même d'autres cinémas qui, quand ils évoluent et qu'ils atteignent un espèce de point d'orgue de leur cinéma, après, au bout d'un moment, ils font que stagner parce que là où avant, le cinéma coréen ne produisait quasiment que de l'art, ou essayait en tout cas de le faire, et aujourd'hui, c'est devenu une industrie, réellement, parce que le cinéma coréen marche. Et d'ailleurs, le cinéma coréen en Corée est le cinéma qui marche le plus. Donc c'est vous dire à quel point c'est important. Et donc du coup, malheureusement, il y a plein de films coréens qui sont éclatés au sol maintenant, mais parce que c'est une industrie, c'est vrai, non? Et donc du coup, c'est devenu une industrie, et purement et simplement, et je trouve que c'est bien, hein, ça fait vivre plein de gens, mais du coup, c'est plus compliqué de trouver des films qui sont vraiment stylés, quoi. Et d'ailleurs, Netflix arrange pas les choses, hein. Exit, ça pue la mort. J'ai pas vu The Call, malheureusement, donc je vais pas parler. Mais voilà, mais en tout cas, c'était moyen, toi, tu trouves? J'ai pas vu, mais à ce qui paraît, pas mal. Ah ouais, ok. Moi aussi, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu c'est cool. Enfin bref, donc je vais pas parler, mais Exit, j'ai trouvé ça nul personnellement. Donc voilà. Donc bref, L'Homme du Président, c'est génial. Ça fait plaisir de revoir du cinéma coréen en pleine forme comme ça, et du film coréen aussi à budget, je veux dire, genre vraiment, qui porte ses couilles et qui fait des films historiques qui sont puissants. Donc voilà, L'Homme du Président, absolument incroyable. Donc le prochain film dont on va parler, je pense que je le mettrai au même niveau que les prochains films qui arrivent, les 2 prochains films qui arrivent, mais peut-être même celui d'avant. Mais c'est un film de début d'année que j'ai beaucoup aimé, sinon je ne le mettrai pas là. C'est Queen and Slim. Et voilà, c'est un film que j'aime beaucoup déjà par son esthétique. J'aime le grain, encore cette histoire de grain, mais j'adore cette esthétique d'image. Donc ça me touche, en ce moment, ça me touche particulièrement. Donc, je trouve qu'elle est hyper bien utilisée. Je trouve l'image tellement belle, tellement smooth dans Queen and Slim que c'est méga stylé. C'est aussi, et puis même dans ce qu'il raconte, dans ce road movie, j'adore la manière qu'ils ont de filmer le road movie, tout ce que ça raconte, la manière parfois même qu'ils ont de filmer la peau, genre quand ils font l'amour dans la voiture. J'aime beaucoup ce film, vraiment. Et surtout, je pense que ce qui fait que je le mets aussi haut, c'est sa fin.
Et c'est la manière dont, évidemment, franchement, on s'attend à ce que ça se finisse comme ça, pour pas spoil, mais je m'attends, en tout cas moi personnellement, je m'attendais à ce que ça se finisse d'une certaine manière, et c'était ça, mais le truc c'est que la manière dont c'est monté et dont c'est filmé, j'ai quand même été surpris. Et c'est ça en fait que j'adore dans Queen and Slim et que je trouve que je vois du coup une certaine intelligence dans le film. C'est que même quelque chose auquel je m'attendais, j'ai quand même été surpris. Et ça c'est fort, mine de rien. Et donc voilà, je ne vais pas parler des heures et des heures sur ce film. C'est surtout pour ça, je pense que ce film m'a plus marqué. Déjà sur le fait que je trouve que le film est hyper efficace de A à Z. On est directement dans l'histoire. Il n'y a pas de fioritures. On ne prend pas 2 secondes. En même temps, on ne perd jamais les personnages. On sait toujours qui est qui. Et puis au final, on commence à les découvrir au fur et à mesure de leur périple. Mais ça commence direct. Il n'y a pas d'attente. C'est putain d'efficace pour ça. Et puis voilà, la découverte de deux à travers le road trip, la découverte d'une Amérique, la découverte, enfin bref. Et je trouve ça hyper efficace, hyper stylé. Et cette fin qui m'a vraiment surpris, vraiment, bah voilà, comme je vous ai dit, je trouve ça intelligent. Et vraiment, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film. Le prochain film dont je vais parler, c'est un film français, un peu, ça fait pas de mal. C'est Adieu les cons de, putain de merde, j'ai un trou de mémoire, Albert Dupontel. Donc, c'est Adieu les cons de Albert Dupontel que j'ai adoré. Je trouve que c'est littéralement un bain d'air frais dans le cinéma français. Je trouve qu'Albert Dupontel, il a ce truc-là où, en fait, ça se voit qu'il fait du cinéma. Et je l'ai déjà dit, j'ai pas envie de me répéter 1 million de fois sur sur comment dire, l'état de santé du cinéma français et sur le fait que je trouve qu'on perd un peu l'art du cinéma d'une certaine manière. Albert Dupontel fait du cinéma, c'est tellement agréable. En plus de ça, le film est bien. Si vous n'avez pas vu Au revoir là-haut, je vous conseille de le voir parce que ce film est un pur bijou. Mais bref, là on parle d'Adieu les cons. Adieu les cons, je trouve qu'il a plein de défauts. Je trouve qu'il a des moments où tu dis t'abuses un peu, tu vois. Je trouve que voilà, mais il a tellement une autre manière d'accrocher le spectateur qui est efficace que bah du coup, malgré ses petits défauts, je lui pardonne presque tout en fait. Et voilà, je trouve ce film drôle, je trouve ce film touchant, je trouve ce film intelligent. Ça fait plaisir de voir Dupontel qui essaye de raconter des histoires, qui essaye de faire du cinéma. C'est méga stylé. Et voilà, vraiment, adieu les cons, regardez-le. Il mériterait beaucoup plus. Et beaucoup. Après, malheureusement, il a été, lui pour le coup, parce que lui, je m'en souviens, mais il a été quand même comme on dit. Bref, il a pris un coup dur parce qu'il est sorti et genre 2 semaines après, il y a eu le confinement, je crois, ou un truc comme ça, ou 2-3 semaines après. Donc, en plein moment de sa release au cinéma, le film, il s'est fait ken. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué pour un film de vivre quand ça arrive. Mais voilà, adieu les cons, vraiment. Bête de film, putain de film. Ça fait grave du bien de voir ça. Albert Dupontel montre toujours à quel point il est efficace et qui... C'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, même en interview, il n'en fait pas beaucoup. Mais c'est quelqu'un, je trouve qu'il y a une réflexion qui est hyper intéressante et hyper intelligente. Donc voilà, adieu les cons. Nouveau film que je mets un peu dans le haut du top qui m'a beaucoup marqué. Et là, je suis peut-être l'un des seuls, mais c'est encore un autre adieu, c'est L'Adieu, tout simplement. C'est un film, sans doute le film qui m'a le plus touché de 2020. Et pourtant, je crois qu'il est sorti en janvier ou début février, je ne sais plus. C'est sans doute le film qui m'a le plus touché. J'en ai fait une critique, donc en vrai, je crois que je ne vais pas en parler plus que ça. La critique, elle est encore sur la chaîne. Si ça vous intéresse vraiment, eh ben, écoutez, je vous invite à aller la regarder. Voilà, c'est juste un film qui m'a énormément touché, que je trouve très très beau, et qui est intelligent aussi, qui est, je trouve, très bien mis en scène, qui est très bien joué, et pas forcément par des gens qui sont censés être des acteurs, comme Aquafina en l'occurrence, mais ce que ça raconte aussi. Je trouve qu'en fait, L'Adieu, littéralement, peut parler à tout le monde parce que c'est déjà un film qui raconte les différences entre générations, mais c'est aussi un film qui montre un peu la différence dans l'immigration parce que bah, Aquafina, donc, elle a grandi à New York et elle retourne en Chine pour, je ne sais plus dans quelle ville, mais elle retourne en Chine pour aller voir sa famille. Et du coup, il y a un combat culturel, en fait. Il y a ce truc-là où elle est chinoise, elle a grandi en tant que fille d'immigrés chinois, mais elle, au final, c'est une américaine. Et donc, du coup, quand elle se retrouve en Chine,
et ben en fait, elle se sent plus américaine que chinoise, etc. Enfin bref, donc du coup, cette notion là d'enfant d'immigré qui peut parler littéralement à tout le monde et aussi en France du coup, et ben elle est hyper bien amenée, elle est hyper intelligente, tout le propos qu'il y a autour est incroyable. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me touche. Voilà, ce film est intelligent, regardez-le. Je pense que pour le coup, c'est vraiment un film qui n'a pas été probablement beaucoup vu. Et je vous invite beaucoup, beaucoup, beaucoup à le voir. Voilà, pour tout ce que je viens de dire. Et si vous voulez en entendre plus, je vous invite à aller voir la critique. Mais voilà, regardez-le. Donc le dernier film dont on va parler, qu'on va mettre dans ce top, comme je vous ai dit, je ne vais pas vraiment le mettre en top 1 comme j'avais fait pour Ad Astra, parce que c'est vrai que j'aime bien par contre, même si je ne numérote pas, au moins dire le film qui m'a le plus touché d'une année. Mais là, il n'y en a pas eu vraiment. Celui-là, je le mettrais genre en 1,5 ou juste à côté de L'Adieu, de Adieu les cons ou même de Queen and Slim, ou même d'ailleurs de L'Homme du Président presque, même si je le mettrais quand même un peu au-dessus. C'est Monos. C'est Monos, film colombien réalisé, je ne sais plus par qui, malheureusement, mais qui est un film incroyable, qui est d'une beauté, mais les plans, mon Dieu. En fait, pourquoi déjà d'une, j'aime ce film, c'est que, ok, en gros, ça raconte l'histoire d'enfants soldats, ok. Et en fait, c'est des enfants soldats qui sont sur une montagne et qui ont une prisonnière étrangère. Et en gros, bah, eux, ils sont juste chargés de s'occuper en gros, de la surveiller pour pas qu'elle s'enfuit, etc. Et bah, du coup, ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc à côté, bah, ça reste des adolescents. Ils ont quoi? Ils ont 16, 17 ans, je crois, peut-être parfois un peu moins. Et du coup, ça reste des adolescents. Donc c'est des adolescents soldats. Donc du coup, bah, comment dire, ils cherchent des loisirs comme ils peuvent par-ci par-là. Donc, comme je vous ai dit, ils sont sur une montagne. Et déjà, juste le début du film, ils sont réellement... En fait, j'aime le cinéma qui va réellement dans les endroits. Et là, on est littéralement sur une montagne. Il y a des plans d'une beauté incroyable. On ressent en fait toute la puissance de la nature et toute la puissance du décor. Et ça amène des plans même vertigineux parfois parce que on peut voir un peu au loin ou alors il y a une espèce de nuage qui descend le flanc de la montagne. Enfin, c'est incroyable. Je ressens, en fait, quand je vois Monos, je vois le cinéma. Et ça, putain, qu'est-ce que c'est fort. Et ça fait tellement, tellement, tellement du bien. En plus de ça, les acteurs, les jeunes acteurs jouent hyper bien. Ils jouent tous bien. Toute la création, tout ce qui se joue entre eux, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien amené. On est plongé dans cette vie-là qu'ils ont d'enfants soldats perdus dans une montagne. Et en plus, ce que je trouve hyper intelligent dans le film, c'est que le film est un peu, comment on dit, il est un peu cloud, il est un peu très, très posé pendant la première demi-heure, 45 minutes du film, quand ils sont sur cette montagne justement. Il est très posé le film. Et en fait, et du coup, on pourrait peut-être, si ça durait 1h30, 2 heures, peut-être qu'il y en aurait plein qui pourraient se dire, ok, bon là, ça commence à faire beaucoup. Et en fait, il a une espèce d'intelligence, le film, de se renouveler. Et donc, du coup, d'un seul coup, on change presque d'ambiance et d'atmosphère. À un moment, on se retrouve en plein milieu de la jungle. Et du coup, bah, là, c'est là où ils étaient en haut de la montagne, ils avaient froid. Maintenant, on se retrouve dans la jungle et c'est poisseux, ils sont limite à poil. Et donc, du coup, il y a deux ambiances différentes dans le film, deux atmosphères qui se marient hyper bien. Et puis, au final, ça fait que le spectateur est tout le temps surpris et ça nous crée des émotions qui sont différentes. Bref, vous voyez, là, je pourrais parler 1 million d'années de ce film. Je le trouve tellement méga stylé. Je trouve aussi que ce qu'il raconte est hyper, hyper, hyper intéressant. Le propos est hyper intéressant en tout point. Et du coup, voilà, je vais m'arrêter là. Ce film je trouve, est un pur film de cinéma. Et tout ce que j'aime dans le cinéma, comme j'ai aimé The Lost City of Z, il y a un moment, même si j'ai trouvé un peu long, mais j'aime ces films qui vont dans les endroits et dans le décor et on ressent la forêt amazonienne, où on ressent la jungle, où on ressent le haut d'une montagne, où on ressent un film en plein milieu de la mer, où on est en plein milieu sur un bateau perdu dans... Ça, bah, c'est ça le cinéma. Moi, c'est ce que j'aime voir et c'est ce que Monos nous propose. Et ça, putain de merde, ça en fait un putain de film. Donc voilà, regardez Monos parce que c'est juste génial. Bon, voilà en tout cas pour le top de 2020. Je vous invite à voir tous ces films si vous ne les avez pas vus. Évidemment, moi aussi, il y en a plein que j'ai pas vus et que j'aurais aimé voir. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, donc c'est que y a
En général, j'ai pas envie de parler de flop, etc. Autant parler de films dont on a aimé cette année. Restons positifs, même si je vais juste parler 2 secondes d'un film de cette année qui est une honte absolue. Et je trouve que c'est limite important d'en parler, c'est Mulan. Vraiment, c'est une honte parce qu'on n'a pas le droit de faire un film. Disney n'a pas le droit de faire un film de 200 millions de dollars qui soit aussi nul et aussi. C'est même pas qu'il soit nul ou mauvais, c'est qu'il soit aussi honteux. Il n'y a absolument rien qui va dans ce film. Les acteurs sont mauvais, les décors sont mauvais, les effets spéciaux sont mauvais, les décors sont vides, l'histoire est mauvaise. Même si je vais plus loin, la manière qu'ils ont de filmer le Wuxia est mauvais. Genre, il n'y a rien qui va. Au bout d'un moment, quand il y a Donnie Yen dans le film qui se tape, on voit la différence. Quand il y a Mulan ou d'autres gens qui se tapent, genre, la différence, elle est trop flagrante, en fait. Du coup, les combats sont nuls à chier parce que c'est super coupé. Il n'y a rien, absolument rien qui va dans ce putain de film. Et en fait, je trouve ça très, 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 très grave parce que Disney, aujourd'hui, a un pouvoir tel, ils peuvent décider pour vous ce que vous aimez, en fait. Et surtout pour les jeunes, en fait. C'est ça dont je parle. C'est que moi, personnellement, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, mais Netflix et Disney, je trouve qu'ils nivellent le cinéma par le bas. Aujourd'hui, on est dans un cinéma de la consommation et on n'est plus dans un ciné... On fait plus de l'art, en fait. On est littéralement que dans de la consommation. C'est pas que à cause d'eux, c'est aussi à cause de nous en tant que spectateurs, parce qu'au final, on a le cinéma qu'on mérite, mais je trouve que Mulan est comme on dit, bref, le truc ultime de tout ça. Ça prouve à quel point, là, ça commence à devenir trop. Même si on n'aime pas Avatar, même si on n'aime pas Titanic, même si on n'aime pas... Attends, je prends que James Cameron. Même si on n'aime pas que des films comme ça à très gros budget, on ne peut pas leur enlever qu'ils ont des qualités et qu'ils sont bien. Et que aussi, il y a une recherche artistique, il y a une recherche derrière. Il y a quelque chose. Mulan, c'est le vide intersidéral. Et c'est encore pire parce que là où ils sont censés du coup amener un peu de la culture chinoise là-dedans, parce que Mulan est un vrai poème qui a été écrit au 6e siècle, etc., même si tout ça, c'est censé amener... Il n'y a, on dirait, aucune recherche autour de ce que c'est que le Wuxia. C'est tellement filmé avec le cul que c'est grave. Non, mais franchement, mais c'est grave. Vraiment, je trouve que Mulan, c'est grave. Je trouve ce film honteux et il ne devrait pas exister, vraiment. Parce qu'il y a des gens qui vont le voir, des gens de 14-15 ans qui peut-être vont se créer une culture cinématographique, même s'ils ne cherchent pas à en avoir une. Mais le problème, en fait, c'est que du coup, ça va leur dire, bah vas-y, ça, bah, peut-être que c'est un bon film. Non, 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 bordel de merde. C'est de la merde. Ah, maintenant, je me transforme en Jean-Pierre Coff. C'est de la merde. Bref, Mulan, c'est, je trouve, honteux. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler dans le sens où c'est pas juste un film nul. Disney a au bout d'un moment des responsabilités à avoir dans le cinéma qu'il propose et dans ce qu'il donne. Et ok, tous les films Marvel, il y en a des mauvais, ça ne me dérange pas. Il y en a aussi des très cool. Thor 3 par exemple, il est très cool. Mais là, Mulan, j'ai trouvé ça vraiment trop grave. Maintenant, on va pas terminer cette vidéo sur une note amère, donc je vais vous donner le top de Mathieu. Lui, il a mis que 5 films dans son top. Il s'est pas cassé la tête dans cette année un peu bordélique. Donc voilà, je vais vous donner son top. Donc c'est parti pour le top de Mathieu et ses 5 films. Il y a plusieurs films que j'ai pas vus. Bah en fait, il y en a 3 sur 5. Le premier, en fait, lui, il a mis un 2, 3, 4, 5. Donc le cinquième, il mettrait Lux Eterna, le nouveau film de Gaspard Noé, que j'ai pas vu, malheureusement. Donc je ne pourrais absolument... Enfin, je pourrais pas dire grand-chose. Mais j'en ai entendu du bien. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Gaspard Noé, même si ces dernières années, que ce soit Love, j'ai pas vu Climax non plus, mais j'ai un peu peur. En fait, au fur et à mesure des années, je trouve que Gaspard Noé me faisait de plus en plus peur. Donc j'avais Lux Eterna. Mais bon, apparemment, j'ai entendu que du bien. Donc un jour, il faudrait que je me le fasse. En quatrième, il a mis Mignonne, qui a fait un peu un... Tu l'as vu toi ou pas, Dana? Qui a fait un peu un tollé aux États-Unis, Netflix, je sais pas quoi, par rapport au marketing du film. Mais que j'ai pas vu non plus, malheureusement. Et que d'ailleurs, je voulais voir avant de faire ce top. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais voilà, du coup, il a mis Mignonne en quatrième. En troisième, il a mis le cas Richard Jewell, donc le Clint Eastwood. Il est très très fan de Clint Eastwood, hein Mathieu? Donc du coup, c'est pour ça qu'il le met aussi haut, mais aussi parce que franchement, c'est vraiment vraiment un très bon film. Il a quelque chose de très touchant et voilà, bref, de toute façon, on en a déjà parlé du cas de Richard Jewell juste avant, donc vous savez déjà ce que je pense du film. En deuxième, il a mis Drunk de Winterberg, que je n'ai pas vu, malheureusement aussi. Il est sorti, pareil, à un moment au cinéma tellement catastrophique, parce que je crois que quand il est sorti, 2 semaines après, je crois qu'il y a eu le confinement, donc plus de cinéma. Donc malheureusement,
Je suis complètement passé à côté de Drunk et je suis un peu déçu parce que il a l'air d'être génial. Déjà, Mathieu qui le met en 2, j'ai confiance en ce qu'il dit. Donc voilà. Et en plus de ça, j'ai que du bien. Donc j'aurais beaucoup aimé voir Drunk. Et en premier, il met Adieu les cons de Dupontel parce que c'est un fan de Dupontel aussi. Et du coup, je comprends pourquoi il le met en 1. Vous savez aussi ce que je pense d'Adieu les cons. Vraiment un putain de film. Ça fait du bien de voir ça aussi en France. Donc voilà pour le top de Mathieu. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On va s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre top un peu, on va dire un peu folklorique. Un top de confinement. Donc voilà. En attendant, portez-vous bien. C'est le plus important. Et puis voilà. À la semaine prochaine. Hein, maintenant, il faut que j'arrête de dire ça parce que les vidéos, elles sortent plus les semaines après. En attendant, portez-vous bien. Banks.